Salut à tous, ici Ursac99. Donc aujourd'hui je vais vous faire une deck tech en EDH, donc EDH règle française, du deck Gaddock Tig. Alors le deck Gaddock Tig, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un deck principalement aggro, ce qui est assez difficile à jouer en EDH, étant donné que l'EDH, avec la règle des 30 points de vie, c'est un format qui est principalement contrôle, voire aggro contrôle, et là c'est vrai que j'ai fait un deck qui est bien aggro. Enfin, on va plus être dans ce qu'on appelle de l'aggro lock, donc c'est-à-dire un peu bloquer la partie. Donc je vais vous présenter dans un premier temps les créatures, ensuite on va passer au sort non créature, puis à la mana base. Donc j'ai trié les créatures par CCM, donc je vais déjà vous parler du général Gaddock. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Gaddock, c'est une 2-2 pour un vert, un blanc, qui va empêcher chaque joueur de jouer les sorts non créatures, qui vont coûter 4 mana ou plus, ou alors qu'ils ont X dans leur coup. Donc, en gros, tous les game breakers du format, j'ai envie de dire. Parce que le problème des decks aggro, c'est que souvent, suite à des Vras, etc., ils se relèvent pas. Et Gaddock, il pâle ce problème-là. Parce qu'il bloque tout ce qui est Vras, damnation et tout ça. Donc voilà, donc il va bloquer les plus grosses cartes de l'adversaire. Donc le principe du jeu, ça va être souvent de poser Gaddock et de le maintenir le plus longtemps, toute la partie sur table. Et du coup, pour cette raison, je vais jouer en cassant nos créatures qui auront X ou qui vont coûter 4 ou plus, parce que le but du jeu sera toujours de l'avoir. Donc je vais commencer par les créatures qui coûtent 1 mana. Donc j'ai mis un maximum d'accélérateur de mana. Donc j'ai 7 elfes à mana. Donc les maximums, les 3 la noire, Arborel, Bird of Paradise, Avacyn et Boreal, parce que forcément on joue vert, donc l'intérêt c'est de pouvoir prendre rapidement du mana. Parce que l'air de rien, le deck va être, on dirait pas, mais il est assez manavore, il va devoir jouer beaucoup de sorts rapidement. Ensuite, dans les cartes à 1 mana, alors j'ai les trois bêtes qui vont protéger Gaddock. Donc bien sûr le Sylvan Safekeeper. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une 1-1 qui a une capacité activée qui me dit de sacrifier un terrain pour donner de linceul à une créature ciblée que je contrôle. Donc on peut toujours recycler les terrains pour protéger à fond Gaddock. Parce qu'il faut savoir que Gaddock, c'est un paratonnerre en fait. L'adversaire il pourra pas vous gérer tout notre board tant qu'il n'aura pas géré Gaddock souvent. Donc c'est vraiment une super carte anti-contrôle qu'il faut protéger à fond. Donc on a Safekeeper, bien sûr Mother, quand on joue blanc, quand on joue des créatures, Mother quoi. Et Bénévolent Bodyguard, donc une créature qu'on sacrifie pour donner la protection sur une de nos bêtes. Il a un avantage sur Mother. Comme Safekeeper, c'est qu'il ne demande pas le mal de l'invocation. Donc voilà. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle les tapeurs. Donc deux bêtes qui ont le même effet, qui demandent pour un blanc et de les d'engager une créature ciblée. Alors c'est principalement pour les mauvais match-up en fait, parce qu'il faut savoir que Zur, qui est assez représenté, est un très très mauvais match-up. Et ça, contre Zur, ça fait juste game, parce que s'il peut plus attaquer avec Zur. Vu qu'il joue quand même relativement peu d'anti-bêtes et qu'il joue pas énormément de contre en fait, il suffit de poser ça tour 1 et puis il est un peu fichu. Sachant que c'est bien aussi contre des decks comme Genara parce qu'on gère assez mal le vol, ça gère tout ce qui est épée et tout ça, donc l'air de rien c'est vraiment phénoménal. Et celle-ci a un petit avantage également, c'est qu'elle est sans Gabi, donc c'est important sur Caverne des âmes avec Gaddock. Donc voilà, Ulvordad Tracker, qui est l'anti-bête vert, l'anti-bête tutorisable. Donc il va permettre de gérer les petites bêtes assez rapidement adverses en les faisant se battre avec nos créatures, parce qu'on a quand même certaines créatures relativement grosses. Donc voilà, plus bien sûr Westred Farer, qui a plus vraiment besoin d'être présenté, qui est un des staples de l'EDH. Surtout dans un deck comme ça qui va jouer pas mal de landes utilitaires, c'est hyper important d'avoir Wayfarer, parce qu'il va souvent tutoriser les landes fous. Enfin 99% du temps, le premier land qu'on va tutoriser ça va être Gaïa's Cradle bien sûr. Donc voilà pour les cartes à 1 mana. Ensuite, donc ce sera des créatures utilitaires, parce que le pack en fait, dans un premier temps avec les 1 mana, on va jouer l'accélération de mana, la protection, etc. Et ensuite, on va essayer de jouer des créatures qui, par leur effet, vont contribuer justement à apporter des solutions à ce que va faire l'adversaire, tout en mettant une pression assez constante. Donc on a des créatures, bien sûr l'indispensable, qu'importe si on joue blanc, il faut la jouer, c'est Stoneforge Mystique. Ça c'est le gros staple du format Stoneforge Mystique. Je joue des bêtes, je joue des équipements, voilà, je suis un peu obligé de la jouer.
Ensuite, un autre staple en vert dans le format, c'est le Scavenging Ooze, bien sûr. C'est la solution à Carador. Sans elle, Carador, ça devient beaucoup plus difficile comme match-up. Et puis même en dehors de Carador, tous les decks jouent un peu avec leur cimetière et c'est toujours une bonne bête qui redonne des PV. On a le Révocateur Phyrexian, la solution aux équipements adverses qui sont vraiment un problème assez énorme. Ou éventuellement, si un Planeswalker a réussi à passer, parce que bon, Gadok ne reste pas tout le temps sur table quand même. C'est un paratonnerre. Donc le Révocateur qui est toujours bien. Safi qui continue dans la lignée des protecteurs de Gadok en fait. Il est là donc il protège principalement Gadok, mais il peut protéger une de nos autres bêtes, ou il peut nous aider à nous relever d'un pyroclasme ou des trucs comme ça. Donc voilà, ensuite on a Voice of Resurgence, la nouvelle petite perle en vert blanc. Si ça passe contre les jeux contre, bah c'est juste phénoménal quoi. C'est complètement fou cette carte et quand il crève, on a un token qui devient, vu le nombre de bêtes, on a un token qui devient 8-8, 9-9 assez rapidement, alors qu'à la base ça nous aura coûté 2 mana. Donc, Vengeresse Océan, en fait que j'ai mise principalement parce qu'il y a des fois il y a des parties qui sont assez bloquées parce que nos bêtes sont pas assez grosses pour passer celles de l'adversaire, mais nos bêtes arrivent à avoir des protections etc. pour bloquer celles de l'adversaire et les parties seront bloquées. Ou alors des fois on ne voudra pas attaquer parce que sinon on se prend une salve derrière. Et Vengeresse Océan elle est bien avec sa vigilance justement parce qu'elle permet de mettre 3 points, elle passe au-dessus des bêtes et on la garde en bloqueur. Ouais. Il y a le Scribe Ranger, une de mes cartes préférées depuis longtemps ça. En fait, c'est vraiment phénoménal cette carte. Déjà, elle bloque Genara. Et en plus, il y a pas mal de tricks avec, parce qu'on peut détaper régulièrement, on peut bouncer une forêt pour la rejouer détapée, on détape nos accélérateurs de mana, Mother, enfin il y a beaucoup de tricks à faire avec cette carte. On dirait pas, mais elle est vraiment monstrueuse. Donc on a le banc de mage, qui est une carte obligatoire à tout jeu vert blanc bien sûr, une 2/2 Exalt qui a un petit bonus de gérer les enchantements, les artefacts qui sont non seulement très présents en EDH, mais qui en plus sont souvent des game breakers, hein, Sylvan Library ou les épées ou survie du plus apte. On a Talia, vu que je joue à peu près 49 ou 50 bêtes, Talia c'est une bête qui va plus souvent gérer l'adversaire que nous. Quand ça passe contre Grand Arbitre, c'est du bonheur souvent. Voir contre Alran, si on arrive à la passer, c'est vraiment que du bonheur cette carte, et en plus de son effet, c'est quand même 2-1 first strike, hein, ce qui est assez correct. Cobra de Lotus, hein, enfin, je ne sais pas si j'ai besoin de la commenter celle-ci, elle fait des sorties folles, surtout avec des fetch. Ça n'a de rien, si on fait on la pose tour 2, puis tour 3 on a un fetch, tour 3 on a 5 mana. Quoi. On a Tarmogoyf. Alors, contrairement au Legacy, en EDH, tous les decks verts ne le jouent pas forcément. En fait, moi je l'ai joué parce que je me rends compte qu'en fait, il y a pas mal de parties des fois où, comme je disais pour Vengeance des Océans, on est un peu bloqué, ou alors des fois, on va pas faire la vengeance, on n'osera pas trop attaquer. Et l'adversaire, on va lui laisser tellement de temps qu'il va finir par tuer Gadok et passer son Game Breaker, et puis on va perdre alors qu'on bloquait la partie. Et Tarmogoyf, justement, il dit moi je te laisse moins de temps maintenant. Parce qu'en mettant 5 points par tour, l'adversaire il aura beaucoup moins de temps. Donc c'est important de mettre énormément de pression, donc c'est pour ça que j'ai mis Tarmogoyf. Et puis c'est souvent la plus grosse bête sur table, hein. Des fois il dépasse les titans. Et puis on a Fauna Shaman, qui est une sorte de survie du plus apte. Donc étant donné qu'on joue pas mal de bêtes tutorisables, enfin de bêtes utilitaires, il faut mieux jouer beaucoup de tuteurs en fait, pour trouver les bonnes bêtes au bon moment, plutôt qu'aller au petit bonheur de la chance. Donc il va tutoriser Kazali s'il y a un équipement, Safi s'il y a besoin de protéger Gadok, Ouz contre Carador, etc. Donc elle va chercher les solutions quand il faut. Et surtout, on joue un petit peu avec le cimetière avec certaines cartes, donc elle peut permettre justement d'assembler des combos, de nous défausser des cartes qu'on veut voir au cimetière, etc. Donc je vais passer maintenant aux créatures à 3 mana. Donc alors, on a Harmonic Sliver, qui est le complément du banc de mage, pour avoir 2 pets en chambre, 2 pets d'Arthos tutorisables. L'avantage du banc de mage, c'est qu'il met plus de pression tout seul. Mais je préfère Harmonic Sliver parce que lui, il reste sur table, sachant que j'ai un jeu quand même qui joue pas mal les équipements, je vous les montrerai après. C'est bien de garder des bêtes sur table, même si c'est qu'une 1-1, équipée d'une épée, c'est toujours bien. Ensuite, donc j'ai Fiend Hunter, plus le nouvel ajout Banisher Priest. Donc ce sont les mêmes cartes, lui il est, à part que lui il est 1-3, lui il est 2-2. Donc c'est les 2 anti-bêtes, parce que là en vert blanc on a assez peu d'anti-bêtes, et des fois une grosse bête sur table en face peut être assez gênant. Des fois on ne veut pas engager notre Mother pour donner la protection à une bête et la faire passer, parce que c'est risqué. Et ça c'est vraiment pratique en fait, parce que c'est des anti-bêtes tutorisables, et ça c'est hyper important ça.
C'est hyper important, donc voilà, c'est vraiment indispensable. Ceux-là, ils peuvent gérer les titans, ils peuvent gérer tout. Puis quand ça gère en général, ben, on dit j'envoie plus général au moins les 2 prochains tours. Ensuite, alors il y a l'oxotransmetteur, un peu comme Thermogolf, qui est là pour mettre la pression principalement. Et puis l'anti-bleu, c'est aussi un anti-bleu parce que c'est incontrable. Donc des fois l'adversaire, enfin contre des jeux comme Talrand, Click ou Grand Arbitre, ben, c'est plutôt correct, sachant que les contres sont assez représentés. Et aussi contre les jeux discards, là ben, Reliquary, hein, c'est un des staples de Night of the Reliquary, c'est un des staples des jeux blanc-vert en fait. Ça va tutoriser n'importe quelle lande utilitaire, sachant qu'on en a pas mal dans le pack, je reviendrai après dessus. Et elle peut être quand même assez énorme, hein, Reliquary. Enfin, c'est une de mes cartes préférées, personnellement. Witness, hein, tout simplement, pour les jeux verts, ça donne un peu de profondeur au jeu. On peut le tutoriser, on peut récupérer n'importe quoi. Aven Mind Sensor, vu le nombre de tuteurs qui sont joués dans le format, c'est une carte obligatoire à tout jeu blanc. Enfin, un tout jeu blanc agro, du moins. Mirran Crusader, joue des équipements, donc son double strike est vraiment important. La protection contre le noir, c'est assez anecdotique parce qu'en EDH, c'est pas la couleur la plus jouée, mais la protection vert est assez importante et ça met beaucoup de pression. 4 par tour, c'est pas rien. Alors, cette carte est assez peu connue. Donc, c'est une 2-3 pour 3. En fait, à chaque fois qu'un joueur va jouer un sort non créature, le joueur opposé va piocher une carte. Sachant que nous, on joue à peu près 50 créatures, on va rarement faire piocher l'adversaire. Et de toute façon, le peu de sorts non créatures qu'on va jouer, ça vaut le coup de faire piocher l'adversaire tellement qu'ils sont puissants. Mais je veux dire, ça va faire un CA complètement fou parce que si on la pose, l'adversaire va être obligé de la gérer lui parce que s'il veut d'abord gérer Gadok, puis nous gérer tout notre board, on va piocher trop de cartes. Donc souvent, ça va être la première cible à gérer parce que l'adversaire, voilà, il va être obligé de nous faire piocher. Il veut pas nous faire piocher. Ensuite, on a Dauntless Escort, un peu comme Safi, Mother et tout ça. C'est là pour protéger le Gadok parce que ça le rend indestructible. En plus, c'est une 3-3, ça peut mettre de la pression. Et ça peut aussi d'ailleurs protéger toutes nos bêtes d'un coup d'un pyroclasme. Parce que Gadok il protège pas des pyroclasmes, mais c'est assez gênant. Donc voilà. Ensuite pour les cartes 4 mana. Donc là il y en a moins forcément parce qu'on veut les voir, on veut pas les voir avant le tour 4 souvent. Donc alors il y a l'inévitable Linvala. Notre meilleure arme contre Zuri, bien sûr, parce que Zuri c'est assez difficile. Vu le nombre de tuteurs, on la trouve assez facilement. Bien sûr, ça sert aussi contre tout ce qui est Carador, contre tout ce qui joue des bêtes utilitaires, mais c'est principalement contre les jeux verts. Elle a un incontournable dans les jeux blancs. Alors il y a Noble Folle, qui est aussi de l'anti-discard, hein, comme l'Oxotransmetteur, mais qui va permettre de mettre énormément de pression. Parce que déjà c'est une 4-4 pour 4. En plus, elle booste beaucoup nos bêtes, elle donne plus de à Gadok. La plupart elle va leur donner +1/+1 et souvent on le pose, on va mettre une grosse pression d'un coup et l'adversaire il va prendre cher parce qu'il ne voit pas venir et il va se retrouver assez bas en PV. Donc bon, bien sûr après il est assez risqué à jouer parce que si on attaque avec nos bêtes et qu'il se fait tuer après la phase de bloc, bon ça peut être assez gênant donc faut bien la jouer. On a Okori de Drinker qui est une sorte de Winter Arm en fait. Donc c'est une deuxième c'est comme une Winter Arm, du coup bon, elle est plus jouable Winter Arm, mais celle-là ça surprend. Quand on la joue correctement, vu le nombre d'alpha mana qu'on joue et qu'en plus on joue Cradle, l'adversaire au moment où il va se mettre all tap, nous on va la poser et ça va complètement ruiner son plan de jeu et nous quand on la joue correctement ça va pas nous gêner. C'est vraiment énorme, hein. Même si c'est qu'une 2-2, ça met pas beaucoup de pression, mais vraiment, franchement elle vaut la peine. Il y a Vengevine qui aide aussi à passer les contres, parce que si l'adversaire la contre, nous il va nous suffire de jouer 2 bêtes pour la ramener plus cimetière. Et c'est jouer les bêtes, ce qui veut dire que même s'il contre les 2 créatures qu'on va jouer, Vengevine va quand même revenir au cimetière et c'est une 4-3 célérité. Donc c'est vraiment, vraiment puissant. Héroïne de fort coup d'œil, parce que on joue blanc, on joue aggro, voilà, ça met une pression phénoménale cette carte. Sublime Archangel, qui elle coûte 4 mana, mais ce qui est bien c'est qu'elle a un effet immédiat, parce qu'elle va donner l'exaltation, une grosse exaltation à une bête, et l'adversaire va pas s'y attendre, il va se dire bon, il va compter les points qu'on pourrait lui mettre, et il va pas s'attendre à une Sublime Archangel, et avec ma bête je vais pouvoir te mettre 10 points, et voilà. Donc c'est vrai que ça surprend assez. Puis Ranger Orfeo, qui est une carte qui fait beaucoup de CA. Donc déjà c'est une 3-2 pour 4, ce qui est plutôt correct quand même. Mais en plus, elle va tutoriser toutes nos bêtes à 1 mana. Donc en fait, 99% du temps, je vais tutoriser Mother of Rain en fait. Je crois que ça m'est jamais arrivé d'ailleurs de ne pas la tutoriser sur Ranger Orfeo, c'est assez rare.
Mais sinon, donc voilà, c'est souvent Mother ou ça si on a besoin de protéger Gadok tout de suite. Parfois Wayfarer, ou parfois éventuellement Tracker ou un des tapeurs. Donc c'est rare quand tu utilises des alpha mana parce que quand on a 4 mana, souvent on a ce qu'il faut. Donc quand je refais, non seulement il fait du CA, mais en plus c'est vrai qu'il autorise des bêtes assez nécessaires. Donc ensuite à 5 mana, j'ai qu'une seule bête à 5 mana. C'est Karmic Guide. Alors c'est une sorte de Loyal Ratner, mais en mieux. En fait, pourquoi je ne joue pas Loyal Ratner? Parce que si on n'a pas survie ou fauna, c'est une 1-1 pour 3. Et dans ce deck là, on ne veut vraiment pas avoir de carte morte en main. Donc je préfère jouer Karmic Guide, qui coûte certes plus cher bien sûr, elle coûte 5, mais non seulement déjà elle peut réanimer n'importe quelle bête, elle réanime pas que LH, elle peut toujours réanimer un titan ou quelque chose, mais en plus elle est bien sans survie. Si on s'est fait tuer une bête ou quelque chose, tac, on peut jouer Karmic, donc on a une 2-2 vol protect noir, ce qui est pas mal, mais en plus on réanime n'importe quelle bête. Donc voilà, sans avoir eu besoin de survie. Bon, bien sûr, avec survie ou fauna, c'est complètement fou, hein, parce qu'on va chercher l'échelon, donc des fois, on met karmique et voilà, ça fait gagner. Donc à 6 mana, j'ai les deux titans. Les indétrônables, titan vert et titan blanc. Titan vert qui va 9 fois sur 10 tutoriser Cradle. Et puis titan blanc qui va nous ramener quasiment toutes les cartes de notre pack. Et donc il permet des trucs un peu fous, genre ramener un Witness, une Stoneforge, une épée, tout ça. Et puis à 7 mana, donc j'ai une seule carte, Elchinord, parce que c'est un game breaker en fait. Contre certains decks, il fait instant win, et en plus il va donner plus de nos bêtes, donc c'est rare de perdre quand on a Elchinord sur le board. Donc voilà pour les créatures, je vais passer maintenant aux sorts non créatures. Donc pour les sorts non créatures, donc on a l'inévitable Sylvan Librairie, qui est à mon sens le meilleur enchantement, alors j'allais dire meilleur enchantement vert, mais en fait non, le meilleur enchantement tout court de l'ODH, parce qu'en fait un jeu vert qui ne joue pas Sylvan Librairie, ça n'existe pas. Enfin, il y a débat sur est-ce que le meilleur enchantement vert c'est Survie ou Sylvan. À mon sens, c'est Survie tout simplement parce qu'il n'y a aucun jeu vert qui ne joue pas Librairie, alors qu'il y a des jeux verts qui ne jouent pas Survie. Mais ça dépend en fait des decks. Dans certains decks, Survie est bien plus fort que Librairie, mais en général, pour moi, c'est Librairie la meilleure carte. Enfin, de toute façon, les deux sont excellentes. Hein. Donc voilà, donc il y a Librairie bien sûr. Ensuite, c'est vrai que c'est notre moyen de carte d'advantage, je filtrer les pioches et tout ça. Puis en 30 points de vie, on peut se permettre la liberté des fois de piocher des extra draws, surtout qu'on a quelques moyens de gagner des points de vie. Donc voilà, donc ensuite il y a le Mox de Chrome, l'accélération de mana, donc il fait un léger card disadvantage. On veut que le pack, l'air de rien, fait beaucoup de CA, c'est pas si grave. Ça va nous faire des fois des trucs un peu fous, du genre poser Talia Tourin contre Grand Arbitre quand on commence, quoi. Ou des trucs assez drôles comme ça, ou des fois poser Gadok, Tourin, et puis lui, enfin ça sert pas à grand chose de poser Tourin, parce que ça va pas le bloquer tout de suite. Mais au moins ça évite des fois ça permet de lui faire passer des contres, ça permet des fois de surprendre l'adversaire, parce qu'il va nous voir avec un seul land, il va s'attendre à un sort à 2 mana au tour suivant. Et non, on va poser un max et puis mettre un truc à 3 mana. Enfin voilà, ça permet de surprendre et d'accélérer le jeu. Ensuite, on a bien sûr les équipements. Quand on joue des créatures, surtout quand on joue blanc, on est obligé de jouer des équipements. Et quand on joue vert aussi d'ailleurs, parce que le vert permet d'accélérer le mana pour avoir les équipements rapidement. Donc j'ai l'inévitable Gîte du Mezawa, qui est joué dans tous les EDH qui jouent des bêtes. Pas besoin de commenter plus, enfin quasiment tous les EDH qui jouent des bêtes, à part Animar et Zuri, tous les decks qui jouent des bêtes jouent Gîte. Donc ensuite, il y a bien sûr le duo d'équipements Fire and Ice et Fist and Famine, les deux meilleures épées du format. Pas besoin de commenter plus non plus. Et moi j'ai rajouté Light and Shadow. Pourquoi? Parce que je joue beaucoup de bêtes et parce qu'en fait les épées ça fait vraiment gagner. On arrive à les connecter, on est sur le point de gagner souvent, ça protège bien nos bêtes, ça protège Gadok en fait aussi. Et donc voilà, mais Light and Shadow peut faire pas mal de CA parce qu'on joue pas mal de bêtes donc on peut les récupérer. Ça permet des fois de bloquer, puis de récupérer la bête le prochain tour, de réactiver leur effet, etc. Parce que des fois ça peut faire des trucs sympas du genre Kazali à chaque tour. Donc voilà. Et en plus les 3 points de vie sont assez sympas parce qu'on joue quand même l'air de rien pas mal de fetch, on peut se permettre de se piquer pas mal avec Librairie si on gagne 3 PV par tour. Et la protect blanc aussi, dans un format où le blanc est la deuxième couleur la plus jouée, c'est pas négligeable. Voilà, Skullclamp. Alors Skullclamp c'est vraiment bien parce que ça recycle tous nos elfes à mana en fin de partie.
Parce que les alpha mana ils servent uniquement dans les premiers tours, mais en fin de partie ils ne servent plus à grand chose parce qu'on a de mana. Et là on peut dire bon bah je peux le recycler, à la place je vais piocher 2 cartes. Ou alors on peut tout simplement équiper une de nos bêtes et puis dire je tape, tu as le choix, tu prends les points, ou alors tu le bloques, tu le tues et puis moi je pioche 2. Ça permet de renouveler régulièrement les menaces. Ou alors on peut toujours pincer un Safi avant de le sacrifier, pincer un Kazali, pareil, etc. Donc Nature's Claim, je le joue en plus de Kazali et Harmonic Sliver. Bon ça c'est pas tutorisable comparé de créatures, mais ça permet d'avoir un Pétartos enchant en plus, parce que les épées ça nous défonce mais vraiment vraiment beaucoup. C'est vraiment un problème énorme les épées, et survie aussi. Donc je vais avoir une gestion supplémentaire pour ces cartes-là. Donc voilà. Ensuite, donc, je joue des tuteurs. Je joue bien sûr survie du plus apte, qui est indispensable, qui fait des, comme Fauna Shaman, qui fait des trucs un peu fous avec Elchnord, qui arme guide. Elle permet de mettre Venge Liane au cimetière aussi d'ailleurs, parce que je vais vous montrer quelques petites combos qu'on peut faire avec survie. On peut défausser Elchnord, et puis aller chercher bien sûr Karmic Guide, et ça permet de pouvoir poser Elchnord assez rapidement, parce que 7 mana c'est pas rien. On peut bien sûr remplir notre cimetière avec des cartes un peu drôles dans ce genre-là. Je peux dire par exemple, je vais mettre une reliquaire au cimetière. Ensuite, je vais chercher le Witness que je vais mettre au cimetière. Et je vais chercher Sun Titan. Quand il va arriver, il va me ramener Witness. Quand il va arriver, je vais récupérer ma reliquaire en main. Et souvent, j'aurai le mana d'ailleurs pour leur jouer dans le tour. Donc voilà, ça permet d'aller chercher les bonnes bêtes au bon moment. Sinon, un autre petit truc qui peut être pas mal, ça peut être simplement de mettre Venge Liane au cimetière. Comme ça, il va me suffire de jouer 2 bêtes. Et je pourrais ramener une 4-3 célérité, ce qui est quand même plutôt correct. Donc survie, c'est vraiment une carte un peu folle dans ce pack. On a Appel et la Damerie, le tuteur en créature, parce que moi bien sûr je peux pas jouer, je dois me priver de Zénith de Vers-Soleil, parce que Gadok tout simplement. D'ailleurs, c'est un peu dommage, parce que Zénith, j'aurais bien été content de le jouer. Mais vu qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des cartes mortes en main, donc il faut toujours avoir Gadok sur table, donc tant pis pour Zénith. J'ai bien sûr la deuxième mystique, en moins bien, donc le don de, je sais plus le nom français, don de Forge Acier. Donc il permet de tutoriser les bons équipements en fonction de la situation. Donc voilà. Et ensuite, bon, je joue quand même quelques anti-bêtes, donc Sword to Plowshare, bien sûr. Le meilleur anti-bête de Magic. Je passe to Exile que j'aime vraiment pas du tout, mais c'est un mal nécessaire pour avoir plus d'anti-bêtes pour pouvoir gagner du temps contre Zur ou des decks comme ça où je gérais les titans, des problèmes. Mais sincèrement, j'aime vraiment pas Pass to Exile. Si un jour ils sortent mieux, je mettrai. Il n'y a pas de choix, il faut un nombre minimum. Et Évincement qui est pas mal aussi, qui gère très très bien les alpha mana dans le premier tour, qui est super sur le général adverse. Donc voilà. Linify, qui peut être une solution à Iona sur blanc éventuellement, qui est une très bonne solution à Animar. C'est notre seule solution à Animar d'ailleurs, parce qu'Animar c'est notre pire match-up. Donc voilà, puis ça peut gérer pas mal de choses, ça gère très bien le général adverse, ça gère bien un Maelstrom Wanderer, etc. Parce que c'est quand même 7-5 qui met de la pression. Et puis bien sûr j'ai Oblivion Ring aussi, notre staple des jeux blancs. Donc je pense que ça va tout dit, donc je vais juste parler vite fait des cartes que je ne joue pas. Donc je joue pas bien sûr Green Sun Zenith ni Elspeth, bien sûr je me prive d'Elspeth, mais tant pis. Certaines listes jouent Adjani, moi j'aime pas tout simplement parce que sans bête il fait rien tout seul. Pour moi un bon Planeswalker doit faire des choses tout seul. Qu'est-ce que je joue pas d'autre? Je joue pas dans les créatures, je joue pas Réveillark en fait parce que ça commence à faire cher en mana. Srun et puis Restauration Angel, pareil, je les ai joués mais je les ai enlevés pour faire de la place à de nouvelles cartes qui s'adaptent mieux au metagame actuel, etc. Donc voilà, ensuite je vais maintenant passer à la mana base. Donc la mana base de Gadok, donc c'est vu que je joue déjà pas mal d'alpha mana, je ne joue que 36 terrains. Ce qui n'est pas énorme pour le DH, mais c'est suffisant parce que le général sort vite. On a quand même pas mal de cartes qui coûtent assez peu cher. Donc 36 terrains, je trouve ça suffisant. Donc je joue bien entendu les 7 fetch pour stabiliser à fond parce que j'ai beaucoup de cartes en double blanc, en double vert, beaucoup de cartes colorées et tout ça. Donc il faut stabiliser les couleurs très très rapidement. Donc j'ai les 7 fetch et puis bien entendu la savane, forcément, parce qu'il y a besoin de commenter. Et puis le jardin du temple. Bien sûr, donc tutorisable sur les fetch pour stabiliser hyper rapidement. Et après, bon,
tout ce qui est obligatoire dans du bicolore, hein, un maximum de double terrain, donc bien sûr, tout le commandement, le Scarland, City of Brass, parce que vu qu'on joue aggro, enfin, quand on joue contrôle, c'est pas terrible, mais quand on joue aggro, on peut se permettre de se piquer un PV pour poser des cartes. Donc voilà, donc un maximum, donc le Manland qui bloque les vols, quoi, parce que ça devient 3-4 reach, enfin 3-4 portée, ce qui est pas mal. Bon, ça, et puis Horizon Canopy qui est vraiment bien. Parce qu'en plus, quand on fait du mana full, ça arrive parfois dans ce deck, hein, l'air de rien. Quand on fait mana full, bah, Horizon Canopy, ça permet de se recycler. On n'a plus besoin de mana, bon, bah, je la sac, je pioche. Donc bah voilà, un maximum de bilan. J'ai joué donc, pour compléter, parce que sinon je pouvais plus jouer assez de land, donc 5 basiques de chaque. Parce qu'il n'y a pas forcément assez de bilan, on n'en a pas 150 non plus. Mais de toute façon, il faut quand même jouer des basiques, parce que Blood Moon, ça existe quand même. Et puis des fois, bon, voilà, l'adversaire va avoir waste, va avoir des moyens de la ramener, etc. Donc des basiques au moins c'est suffisant. Donc 5 de chaque, pour bien égaliser, je trouvais ça bien. Ensuite je joue bien sûr l'inévitable Wasteland, une des meilleures cartes du format. Mais je me demande si c'est pas la carte la plus jouée du format, Wasteland. Parce que personnellement, moi je fais rarement de dash sur cette carte. Déjà dans tout le format, il y a peut-être 2 decks qui jouent pas Waste, Mimeoplasme et Animar. Donc voilà. Et Tectonic Edge bien sûr pour compléter, parce que l'avantage de jouer bicolore, c'est qu'on peut se permettre de jouer des lands incolores en fait. Parce que vu que comparé aux decks tricolores qui vont avoir comme principal souci de fixer leur couleur, pour nous ça sera un peu plus facile, donc on peut se permettre des libertés comme ça. Donc ensuite je joue bien sûr la meilleure carte du paquet, Cradle. Parce que quand on joue beaucoup de bêtes et qu'on joue vert, il n'y a pas de question à se poser sur cette carte. Elle fait des trucs fous, surtout avec les épées. Il suffit qu'on ait 3 bêtes, je pose Cradle, tiens, je l'engage, j'ai 3 mana, je pose mon épée, puis je pourrai l'équiper tout de suite avec mes autres terrains. Donc il y a Gathering Township, qui est vraiment très très bien, parce que déjà très bien avec Cradle, parce qu'avec tout le mana qu'on va prendre, on pourra activer ses capacités facilement. Et en fait, Gathering Township, ça booste bien nos bêtes, en plus ça booste de manière définitive parce que ça donne des marqueurs plus 1 plus 1. Donc là de rien, sur le dernier tour ça va permettre de finir la partie assez rapidement parce que ça grossit nos bêtes de tour en tour. Au bout d'un moment l'adversaire va se dire mince, je peux plus bloquer, je prends de plus en plus cher. Donc, voilà, donc plus l'adversaire va tarder à gérer ça, plus il va être proche de la défaite. Ensuite on a Iron Joe Castle. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un terrain légendaire qui donne du mana blanc en l'engageant. Ou alors pour un blanc en l'engageant, je vais prévenir les 2 prochaines blessures sur une créature légendaire. Ça permet d'attaquer avec Gadok. Et si jamais l'adversaire a des 2-2, ce qui est assez problématique, il va bloquer par exemple Gadok avec ses 2-2. Et nous, on pourra prévenir les 2 prochaines blessures pour qu'il n'y ait que sa bête qui meurt. Donc ça permet de sauver un peu nos bêtes légendaires. Et puis derrière, ça peut sauver Gadok d'un pyroclasme, Volcanic Fallout, des conneries comme ça. Donc c'est plutôt correct. Bon, l'ennui c'est que ça ne protège qu'une créature légendaire, mais de toute façon, celle qu'on veut protéger le plus souvent, elle est légendaire. Puis voilà. Pandalaven, bon, qui est assez situationnel en fait, mais qui des fois peut être pas mal, parce que si l'adversaire l'a pas bien vu, parce qu'on l'a bien caché dans nos terrains, il va bloquer notre 1-1 avec sa 2-2, puis on va booster, etc. Bon, ça c'est situationnel, mais il y a des fois ça sert de booster nos 1. Ensuite, bon, il y a Treetop Village, 3-3 Trample, donc des fois on se prend quand même des brasses. Et c'est bien de se relever avec des Manlands parce que c'est des bêtes qui restent, en plus avec les épées c'est bien. Donc voilà, je trouve ça bien les Manlands, donc j'ai joué ces 2 là. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres qui valent la peine dans ces couleurs. Mishra et Mudkavo c'est pas nécessaire parce qu'il ne faut pas trop de land incolore non plus. Dame de Trocker, parce que c'est une plaine améliorée en fait, ça peut faire combo avec Sylvain de Safekeeper bien sûr. Et puis bon, si jamais on se prend un Armageddon, un truc comme ça peut arriver. Donc si on a des decks pas de terrain, on sait jamais, c'est toujours bien. Et puis ensuite, donc je vais terminer cette deck tech avec la Caverne des âmes, qui est vraiment une carte extraordinaire dans ce format, parce que la couleur la plus jouée du format, même du jeu d'ailleurs, c'est le bleu. Donc Caverne Salomar, ça fait passer la bête. On va se renommer Sangami, mais là ça peut permettre de faire passer les titans. Donc voilà, donc Caverne est vraiment indispensable. Donc il y a pas mal de landes utilitaires. Parce qu'on joue quand même 2 tuteurs à land, c'est Voyageur Relais et Night of the Reliquary. Donc le plus souvent, on va tutoriser ça. Donc ça c'est souvent les premières cibles, Wayfarer, Reliquary, etc. C'est Cradle, Waste
et Cavern, parce qu'il y a des terrains vraiment gênants dans ce format, principalement Maze of It quand je joue des équipements. Cavern donc contre les jeux bleus, etc. Voici alors sur Titan. Ce qu'on va souvent tutoriser, ça va être Cradle et Township. Parce que les deux, ça va booster nos bêtes, ça va faire gagner. Donc voilà en ce qui concerne la Manaman. Alors je vais vous parler maintenant des match-up du deck. Alors globalement, je dirais le deck a un bon match-up contre les jeux bleus et un mauvais match-up contre le reste. Non, bon, je vais essayer d'être un peu explicite. En fait, le jeu est assez métagamé anti-bleu. Ça tombe bien parce que le format c'est principalement des jeux bleus. Donc je trouve qu'il est plutôt bien placé dans le metagame. Donc on a un très très bon match-up déjà contre Maelstrom Wanderer. Tout simplement parce que dans son deck il aura 4 cartes qui vont nous gêner, au sauf druide et ses 3 titans. Et tout le reste qui seront absolument pas un problème parce que Gadok il va lui bloquer vraiment ces grosses cartes. On aura de quoi le protéger des pyroclasmes et de quoi lui mettre une pression rapide. Et même le Wanderer qui sera une 7-5 ne va pas nous gêner tant que ça. Simplement parce qu'au pire on peut le bloquer avec nos petits elfes. On peut toujours le bloquer avec Voice ou alors avec un Scribe Ranger qui protège bleu, donc qui protège Wanderer ou avec un Crusader. Donc Wanderer c'est sûrement de nos meilleurs match-up. On a un Grand Arbitre qui a un très très bon match-up aussi d'ailleurs. Grand Arbitre Augustin. Il suffit de gagner la première partie, ce qui est souvent le cas, et on gagne la partie. Après ça dépend du niveau de joueur en face. Mais globalement, il suffit de garder Gadok sur table. Si on arrive à passer Gadok, on gagne souvent parce qu'il joue pas beaucoup d'anti-bêtes. Et la plupart de ces cartes sont à 4 mana ou plus. Donc Grand Arbitre et Wanderer, c'est nos bons match-up, c'est des jeux qui sont hyper représentés. Click et Talran sont relativement bons comme match-up. Enfin, Talran est un petit peu plus difficile parce que Talran peut se sortir des situations des fois vraiment merdiques, alors que Click, sa Click elle va tuer en 7 tours, donc il a moins de chances de s'en sortir. Talran il peut faire des trucs fous des fois. Mais globalement, ça reste deux match-up assez corrects. Hein. Talran Click. Qu'est-ce qu'il y a comme autre match-up C'est vrai que la plupart des jeux bleus, de toute façon, sont des bons match-up. Rouen of the Fomori, qui n'est plus très joué, mais qui était joué au moment, était un bon match-up. Un match-up, notre pire match-up, c'est Animar. Déjà parce que dessus il est marqué Protect blanc. Donc c'est ingérable. Il va partir sans qu'on puisse avoir aucune réponse. Et contre Animar, on a peut-être une très bonne solution. Il y a Linify. Il y a, si on arrive à connecter JIT, là c'est du bonheur. Un JIT, voire Fire and Ice, bon, tu feras jamais Animar avec ça. Donc voilà, Animar c'est vraiment monstrueux, c'est impossible. Franchement, à la limite, j'ai préféré. J'ai déjà testé de rentrer quelques cartes pour ce match-up, mais je me suis rendu compte en fait que j'y arrivais pas. Donc je me dis, je préfère accepter de me prendre une rouste contre Animar, et au moins sachant que c'est plus si joué que ça, et au moins gérer le reste du méta. Donc il y a Zur qui est difficile comme match-up, mais contre lequel j'ai des solutions. Donc les deux tapeurs, parfois il peut le voir le tracker si je vais avoir une bête assez grosse. Avenmaid Sensor qui fait de la magie bien sûr contre lui. Parce qu'Avenmaid Sensor ça n'empêche un peu de tutoriser ses enchantements, donc les removals qui permettent de gagner du temps, etc. Donc on a nos chances contre Zur, mais c'est un match-up quand même assez compliqué. Donc voilà. Il y a Edzuri qui est relativement difficile et contre lequel on a des armes qu'il faut gagner instantanément sans aucune lutte. Simplement Elesh Norn et Lidvala. On a Elesh Norn ou Lidvala sur le board et c'est win assuré contre Edzuri. Donc voilà, mais sinon bon, sans ça c'est un match assez difficile. Bon, on a quand même Jit qui est une très très bonne arme bien sûr contre lui, mais il peut le gérer. Donc Edzuri, Zur, Animar, donc c'est des match-ups compliqués, surtout Animar qui est le pire. Mais Carador qui peut être assez équilibré, parce que même sans Ooze on peut s'en sortir, parce qu'on lui met quand même une pression assez rapide, des fois il aime pas prendre pas mal de pression. Surtout que maintenant, Protean Hull qui est banni, donc le deck a perdu beaucoup de niveau, il peut plus nous tuer en un coup. Donc Carador c'est relativement équilibré. Après, le problème aussi de ce deck c'est qu'il a un peu de mal contre les decks qu'on appelle les decks random, c'est-à-dire les decks un peu casual, parce que souvent c'est des decks qui vont jouer pas mal de bêtes, et ils en ont souvent plus que nous, etc. Donc ça c'est difficile. C'est pour ça que dans un tournoi, quand on prend Gadok, ce qu'il faut c'est gagner la première ronde. Si on gagne la première ronde, on va ensuite tomber contre des joueurs qui auront gagné, donc ils auront justement ce qu'on appelle les tier decks, les grand arbitres, etc. Et là ce seront les bons match-ups et on pourra s'en sortir. Si on perd la première ronde, on va ensuite tomber contre d'autres decks dits random, qui sont justement des match-ups difficiles, enfin pas évidents, et dans ce cas-là, on est un peu foutu.
Donc en fait, quand on joue Gadok sur un tournoi, il faut gagner tout simplement la première ronde. Donc c'est ce que disait d'ailleurs, il y a un autre joueur, peut-être un peu connu sur les forums, son pseudo c'est The Big Butcher, donc qui joue aussi Gadok. C'est ce qu'il me disait, de toute façon, il dit, moi quand sur un tournoi je gagne la première ronde, après tout le tournoi se passe bien. Mais c'est un deck qui, l'air de rien, n'est pas facile à jouer. Parce qu'il y a des choix à faire, etc. Il y a des choix stratégiques à faire. Faut pas y aller tête baissée. Il faut surtout se garder en tête de garder Gadok sur table. Non, ben voilà au niveau des match-ups. Donc je pense en avoir terminé avec cette deck tech. C'est principalement un deck anti-contrôle qui est plutôt équilibré contre les good stuff et qui a un peu plus de mal contre aggro et qui a beaucoup de mal contre combo en général. Mais je le trouve vraiment très très bien placé dans le metagame. Surtout dans un metagame hyper bleu. Donc bah, pour terminer, je vais vous citer les bêtes noires du deck. Donc les cartes qu'on ne veut absolument pas voir. Alors il y a Action Planicieuse, Pyroclasme, Volcanic Fallout, Infest. C'est parce que c'est des board sweepers que Gadok ne bloque pas. Et les board sweepers on n'aime pas parce qu'on a plein de bêtes. On va se voir extend quand on a Gadok. Et puis si on prend une de ces cartes là, ça nous défonce complètement. Donc il y a ces 4 là. Ensuite, les autres bêtes noires du deck, il y a Inferno Titan. Éventuellement Primval et Frost Titan qui sont hyper gênants. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tant que ça d'anti-bet. Et les titans, bah, on ne les gère vraiment pas. Donc il y a ça, il y a Gilles du Mezawa. Et à peu près toutes les épées et Maze of It. Et bien sûr, toutes les cartes à 4 mana ou plus sont en quelque sorte nos bêtes noires. Parce que dès que l'adversaire en passe une, souvent il gagne. C'est pour ça qu'on veut toujours garder Gadok sur table. Donc bah voilà, ce sera tout pour cette deck tech. Donc bon, si jamais vous avez des questions, je suis à peu près sur pas mal de forums de Magic. Donc Urza99 c'est mon pseudo. Si vous avez des questions sur le deck, n'hésitez pas à me les poser. Donc bah, pour ma part j'ai fini, donc je vais vous dire au revoir. Et, donc c'était Urza99 pour la deck tech de Gadok Tig. Et si vous voulez vous abonner à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur cette jolie savane bord blanche. Salut, à bientôt!